Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Alors, l'affaire d'aujourd'hui, je préfère le préciser pour les âmes sensibles, va traiter d'actes de torture et de barbarie sur une enfant. Ça va être assez explicite, donc si vous ne supportez pas ce type de contenu, mieux vaut vous arrêter là. Petite parenthèse, mon roman sort à la fin du mois normalement, ou début janvier grand max. Il sera disponible sur Amazon en format papier et numérique, donc disponible dans tous les pays du monde entier, de la galaxie, même sur la Lune si possible. Donc voilà, je vous le précise parce que je m'auto-promeux d'ici la sortie et je vous mettrai le lien sous les vidéos. Lorsqu'il sera sorti, je vous mettrai le lien sur YouTube et sur Instagram. Donc restez branchés. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. All the media have been giving wrong statements and making up lies. Sarah's death was an incident. All of our family members have gone into hiding as everyone is scared for their safety. The kids are unable to attend school as they are afraid to leave the house. No one is leaving the house. L'affaire d'aujourd'hui se déroule en 2023 en Angleterre, dans la ville de Woking dans le Surrey. Et c'est dans l'une de ces maisons que vit la petite Sarah Sharif. Sarah est née le 11 janvier 2013 dans le Berkshire au sein d'un couple mixte. Son père est Irfan Sharif, c'est un chauffeur de taxi pakistanais qui s'est installé au Royaume-Uni en 2001 dans le cadre de ses études. Et sa mère est Olga Domin, une immigrante polonaise dont on n'a pas énormément d'informations, si ce n'est qu'elle ne maîtrise pas énormément l'anglais et qu'elle semble avoir un parcours de vie très chaotique. Le couple se rencontre en 2006, Irfan et Olga ont la vingtaine à ce moment-là et c'est le coup de foudre, a priori. Ils ont un premier fils en 2007 que l'on va surnommer Zayn, puis ils se marient en 2009 et ils ont ensuite un second fils en 2010 que l'on va appeler Hussein. Et c'est en janvier 2013 que la petite Sarah vient au monde. Alors vous l'aurez compris, si je donne des surnoms aux frères de Sarah, c'est pour préserver leur anonymat. Toujours est-il que la vie de famille est très mouvementée. C'est depuis le départ en réalité. Irfan et Olga ne s'entendent pas, ils ne sont d'accord sur rien. Et puis Irfan, c'est un homme violent. À la moindre contrariété, il frappe. Il y a beaucoup de violence chez les Sharif et également pas mal de négligence. Pour vous donner quelques exemples, en 2010, Zayn, qui avait 3 ans à ce moment-là, est retrouvé seul et errant dans un magasin près de chez lui. La même année, Irfan est arrêté après avoir frappé Olga et son fils et le rapport du médecin indique une grosse trace de main sur le dos du petit garçon. En 2011, Zayn, qui avait 4 ans à ce moment-là, est parti se plaindre à sa maîtresse que son père et sa mère le frappaient souvent. L'année suivante, il est de nouveau retrouvé seul, mais cette fois dans un parc près de chez lui. Et lorsqu'un médecin l'a ausculté, on a retrouvé une trace de brûlure sur son corps. Entre 2010 et 2012, la police est intervenue à 4 reprises chez la famille Sharif. Les services sociaux ont même été mandatés par un juge pour contrôler le domicile et le bien-être des enfants. Et systématiquement, les travailleurs sociaux ont noté que le domicile était sale, mal entretenu et qu'il n'était pas adapté pour des enfants, en bas âge qui plus est. Lors d'une visite en 2013, l'un des travailleurs sociaux a même noté que le petit Zayn présentait des traces de brûlures faites par un fer à repasser. Et malgré ça, les 2 garçons ont été maintenus chez leurs parents. Quand Sarah vient au monde, les services sociaux continuent de se rendre ponctuellement au domicile des Sharif, et c'est toujours aussi insalubre bien sûr, mais en novembre 2014, alors que la fillette a presque 2 ans, elle et ses frères sont finalement retirés de chez leurs parents et envoyés en foyer d'accueil, parce que Zayn a de nouveau reporté des violences de la part de ses parents. Il a dit que sa mère l'avait violemment mordu et que son père l'avait pincé et frappé. Lorsque les enfants arrivent au foyer, les travailleurs sociaux remarquent tout de suite des traces de blessures sur le corps de la petite Sarah. Des blessures qui ressemblent à des brûlures de cigarettes. Mais quand Irfan et Olga sont interrogés, ils affirment qu'il s'agit en fait de cicatrices de boutons de varicelle. Logique. Les enfants restent quelques mois en foyer, puis Sarah et Hussein sont renvoyés chez leurs parents, à condition qu'Irfan suive un cours sur les violences conjugales. Zayn, quant à lui, a préféré rester en foyer. Alors, ce qu'il est important de mentionner, c'est qu'Irfan est déjà bien connu des services de police à ce moment-là, puisque 2 anciennes petites amies avaient déjà déposé plainte contre lui en 2007 et en 2009 pour violences conjugales. Et malgré ça, les enfants sont renvoyés chez leurs parents. Toujours est-il que c'est durant cette période, donc 2014, qu'Irfan rencontre Benache Batoul. Benache a 20 ans et c'est une cliente d'Irfan qui est, rappelez-vous, chauffeur de taxi. Elle est pakistanaise comme Irfan, elle a 13 ans de moins que lui, mais malgré leur différence d'âge et le fait qu'Irfan est déjà marié, ils commencent à se fréquenter. C'est également durant cette période qu'un travailleur social rend une note dans laquelle il recommande de retirer la garde des enfants à Irfan, estimant qu'ils sont grandement en danger avec lui. Au cours de l'année 2015, Irfan et Olga finissent par se séparer, certainement à cause de la
la violence d'Urfan et de sa relation avec Benash, et compte tenu des plaintes pour violence qu'Olga avait déposées contre Urfan par le passé, c'est elle qui obtient la garde de leurs enfants. Elle prend Sarah et Hussein avec elle et elle s'installe dans un foyer pour femmes pendant quelques mois, le temps de lui trouver un logement plus adapté. Et concernant Zayn, le fils aîné, il n'a pas souhaité retourner vivre avec sa mère. Il a plusieurs fois indiqué aux travailleurs sociaux qu'elle était extrêmement violente avec eux, au même titre que son père finalement. Et durant cette période, Sarah et Hussein font de fréquents allers-retours en foyer, le temps certainement qu'Olga se stabilise. L'année qui suit, Olga réorganise sa vie, elle vit à présent avec ses 2 enfants, Sarah et Hussein, qui voient régulièrement leur père lors de visites supervisées. Puis Olga et Urfan finissent par divorcer officiellement en 2017 et Urfan se remarie avec Benash. Il s'installe avec elle dans un petit appartement à West Byfleet dans le Surrey. Ils ont des enfants ensemble dont l'identité n'a pas été révélée pour préserver leur anonymat, et même si les rapports avec Olga sont toujours aussi tendus, la vie semble avoir repris un cours plus ou moins normal. Sarah rentre à l'école, elle ne se fait malheureusement pas beaucoup d'amis, mais tous les adultes qui la côtoient tombent rapidement sous son charme. Elle est lumineuse, elle est souriante, gentille, elle adore chanter et son rêve ultime, c'est de participer à l'émission de chansons X Factor. D'ailleurs, si je peux vous passer un petit morceau de Sarah en train de chanter, c'est maintenant, sinon il faudra regarder de votre côté sur internet. This is Sarah Sharif doing what she loved most, according to her teacher. Bref, comme je vous l'ai dit, les choses rentrent plus ou moins dans l'ordre, les services sociaux continuent de suivre Olga et ses enfants, en théorie, mais en avril 2019, coup de théâtre. Urfan dépose une demande au tribunal des affaires familiales pour récupérer la garde complète de ses 2 enfants. Le motif, c'est que Sarah serait régulièrement battue par sa mère. Et pour prouver ses dires, Urfan présente un enregistrement à la cour dans lequel Sarah confie à son père que sa mère la noie parfois dans la baignoire et qu'elle la brûle avec un briquet pour la punir. Alors on ne sait pas si l'enregistrement n'a pas été téléguidé par Urfan, c'est pourquoi un travailleur social est mandaté pour établir une recommandation et il rend un rapport dans lequel il recommande que Sarah et son frère Hussein soient renvoyés chez leur père. Ce à quoi ne s'oppose pas Olga. Bon, cette partie de l'histoire est assez cocasse, pour ne pas dire dramatique, quand on sait que la plupart des plaintes pour violence concernaient davantage Urfan, même si Olga était une femme très violente, en tout cas d'après ses enfants, Urfan avait un niveau de violence quand même supérieur. En octobre 2019, donc, Sarah et Hussein sont envoyés chez leur père et à partir de ce moment-là, Olga perd progressivement le contact avec eux. Elle est censée voir sa fille tous les samedis lors de visites supervisées avec Benash, donc la femme de son ex-mari, mais au bout d'un moment, les visites cessent. À cause de qui, à cause de quoi, on ne sait pas précisément. D'après Olga, ce sont Urfan et Benash qui ont cessé d'organiser les visites pour la couper de ses enfants. Mais ça, c'est d'après Olga. Toujours est-il qu'à partir du moment où Sarah est placée chez son père et sa belle-mère, leurs voisins remarquent que Sarah présente souvent des ecchymoses quand ils la croisent dans la rue. Et plusieurs voisins sont également alertés par des bruits de coups et des cris de fillettes en provenance de leur appartement. Mais aucun ne prévient les services sociaux ou la police. À l'école, les professeurs remarquent également les traces sur le corps de Sarah. Elle a souvent des bleus, cette petite. Et même si elle est toujours souriante, ils remarquent que quelque chose cloche. Les professeurs commencent à lui poser des questions. Comment est-ce qu'elle s'est blessée? Est-ce que quelqu'un l'a frappée? Mais Sarah raconte systématiquement une histoire différente à chaque fois qu'on lui pose des questions. Elle est tombée en jouant, elle s'est cognée, bref, les versions changent à chaque fois. Et en juin 2022, alors que les questions de ses maîtresses deviennent de plus en plus fréquentes, elle est subitement retirée de l'école par son père pour suivre l'école à la maison. Alors l'école à la maison, c'est un système qui est largement répandu dans le monde entier. Le principe, c'est que l'enfant suit le cursus scolaire depuis chez lui et le ministère de l'Éducation vérifie ensuite qu'il a bien le bon niveau. Il est soumis aux mêmes examens qu'un enfant en parcours scolaire classique. Le problème, c'est que si on choisit le parcours de l'école à la maison, il faut que l'enfant suive vraiment l'école à la maison. Logique, Urfan travaille toute la journée, Benash n'a pas les compétences, elle ne maîtrise pas complètement la langue, forcément ça coince. Donc Sarah est réinscrite dans son école pour la rentrée 2022. Mais lorsqu'elle arrive en classe en septembre, c'est le choc. Elle porte désormais des vêtements qui lui couvrent totalement le corps et un voile religieux sur la tête. Là, vous êtes nombreux à vous demander ce qu'une gamine de 9 ans fait avec un voile sur la tête, n'est-ce pas? On aura la réponse dans pas longtemps, les gars. Patience. Les mois passent et en mars 2023, la maîtresse de Sarah remarque de nouveau des blessures. Mais au niveau de son menton et de sa joue, elle lui demande tout naturellement comment elle s'est fait ça. Et là encore, Sarah fournit plusieurs versions contradictoires et rocambolesques. Elle dit d'abord qu'elle est tombée en faisant du patin à roulettes, puis elle raconte que c'était sur son vélo, mais en fait non, c'était en jouant avec ses frères et sœurs.
Bon, là encore, elle change plusieurs fois de version. La maîtresse remonte aussitôt l'incident à la directrice de l'école qui la transmet aux services sociaux du comté. Un travailleur social enquête pendant 6 jours, il se rend chez la famille, puis il remet un rapport dans lequel il indique qu'il n'est pas nécessaire d'engager des mesures à l'encontre de la famille Sharif, alors même que la famille est connue des services sociaux depuis 2010. Donc depuis 13 ans, les services sociaux ont simplement demandé à l'école de surveiller la situation. En avril 2023, soit quelques semaines après, Sarah est une nouvelle fois retirée de l'école par son père et sa belle-mère. Et le motif, eh bien, elle considère que la liberté de Sarah n'est pas respectée puisqu'on lui interdit de porter le voile en classe. Bizarre, n'est-ce pas? Encore un peu de patience, les gars. Le même mois, la famille quitte le petit appartement à West Byfleet pour s'installer dans une grande maison dans le village d'Herschel. À ce moment-là, le frère d'Urfan, Faisal Malik, fait partie du voyage puisqu'il s'est installé chez son frère 4 mois plus tôt. Donc la maison est habitée par Urfan, sa femme Benash, leurs 4 enfants, Hussein, Faisal Malik et la petite Sarah qui est désormais complètement oubliée des services sociaux. Le 10 août 2023, le centre d'appel des urgences reçoit un appel en provenance d'Islamabad au Pakistan. L'homme à l'autre bout du fil dit s'appeler Urfan Sharif et il explique qu'il a malencontreusement tué sa fille et que son corps se trouve dans sa maison à Herschel. I killed my daughter. I killed my daughter. My daughter is dead. Who's killed your daughter? It's me. Okay. The father. How? I said she was naughty. I physically just died. I'm going to need you to slow down, okay? How have you killed your daughter? Au cours de cet appel, qui a duré 8 minutes et 34 secondes, Urfan déclare qu'il l'a battue de façon légale ou légitime plutôt et qu'elle est morte. Il jure qu'il ne voulait pas la tuer, il voulait simplement la punir. Puis il raccroche. Des agents de police se rendent sur place et la maison est vide. Toute la famille s'est sauvée au Pakistan vraisemblablement. Les agents montent à l'étage et dans la chambre des enfants, ils découvrent le corps sans vie de la petite Sarah. Et à première vue, elle a été massacrée. Et à côté du corps, sous un oreiller, il y a une petite note écrite par Urfan qui dit « Quiconque voit ce mot, c'est moi, Urfan Sharif, qui ai tué ma fille en l'abattant ». Les images des caméras de surveillance du quartier de l'aéroport confirment qu'Urfan, son frère Faisal Malik, sa femme Benash et les 5 enfants ont effectivement tous pris un vol direction le Pakistan le 9 août dans la matinée. Leurs billets ont été achetés la veille à 21h par Benash en ligne, donc le jour du meurtre de Sarah. Ils ont immédiatement organisé leur fuite peu après le meurtre de la petite. Un mandat d'arrêt international est aussitôt lancé à l'encontre d'Urfan Sharif, Benash Batoul et Faisal Malik Sharif. Et pendant qu'une chasse à l'homme est organisée au Pakistan, le corps de Sarah est transporté à l'hôpital pour être autopsié. Le médecin légiste remet son rapport quelques jours plus tard et ce qu'il révèle est limite insoutenable. Bon, là les gars, c'est le temps de vous arrêter si vous supportez pas voilà, ce type de récit, mais je suis quand même obligée de le dire pour savoir ce qui est vraiment arrivé à la petite Sarah. Donc bon, bah écoutez, c'est à partir de maintenant. Alors Sarah est morte le 8 août, soit 2 jours avant l'appel de son père à la police, et son corps présente pas moins de 71 blessures. Ça correspond à 25 fractures, dont plusieurs à la colonne vertébrale, ce sont des fractures anciennes et récentes, un traumatisme crânien récent avec un trou au niveau de la tête, des dizaines d'échymoses sur tout le corps, des traces de morsures et des traces de brûlures et d'abrasions faites avec des cigarettes, un fer à repasser et un liquide chaud, sans doute de l'eau brûlante. Cela dit, elle ne présente pas de traces d'abus sexuels. D'après le médecin légiste, la cause de la mort est le résultat de toutes les blessures qui lui ont été infligées ces dernières années. Autrement dit, elle est morte à petit feu et les brûlures qu'elle avait sur le corps étaient infectées et ça lui a certainement occasionné une septicémie. En amont, le domicile de la famille Sharif a été perquisitionné et ce que la section scientifique a retrouvé, ce sont une batte de cricket tachée avec le sang de Sarah, une sorte de poteau métallique, un rouleau à pâtisserie, une ceinture, une corde et une cagoule contenant également du sang de la petite. Et les objets étaient dissimulés dans la cave et près des toilettes dans le jardin de la maison. Les données mobiles des membres de la famille Sharif sont également analysées grâce aux opérateurs mobiles et ce que l'on découvre, c'est que depuis plusieurs années, Benash envoyait régulièrement des messages à ses proches pour leur parler des violences d'Urfan à l'encontre de Sarah. Une fois, elle a envoyé un message avec des photos de Sarah sur lesquelles elle était recouverte de bleu. Il y a même plusieurs messages dans lesquels elle dit qu'Urfan a failli tuer la petite et qu'elle s'est interposée pour la sauver. Benash Wonder Woman. Le problème, les gars, c'est que d'après le rapport d'autopsie du médecin, les traces de morsures sur le corps de Sarah correspondent à une petite mâchoire, une mâchoire de femme.
Du côté du Pakistan, les autorités ont reçu le mandat d'arrêt international le 15 août et depuis, d'importants effectifs ont été mobilisés pour retrouver Urfan et sa famille. Des agents de police se rendent chez tous les membres de la famille Sharif à Jhelum, mais ils sont introuvables. Pendant ce temps, au Royaume-Uni, l'affaire fait le tour de la presse et c'est le choc. Déjà à cause du meurtre en lui-même, une fillette de 10 ans brutalement tuée par son père, ça ne laisse personne indifférent. Mais surtout parce que la petite était suivie par les services sociaux. Avant même sa naissance, elle était suivie par les services sociaux. Donc comment a-t-on pu la laisser dans ce foyer? La petite Sarah vivait chez son père et sa belle-mère, comme je vous l'ai dit, avec son grand frère Hussein et leurs 4 frères et sœurs, âgés entre 1 an et 7 ans. Et d'après les différents témoignages des voisins, c'était Sarah qui s'occupait le plus souvent de ses petits frères et sœurs. Ses voisins la voyaient quotidiennement avec le plus jeune enfant dans le jardin. Elle en prenait soin comme s'il s'agissait de son propre enfant. Surtout après son retrait de l'école en avril 2023. C'est comme si c'était la bonne à tout faire de la maison, en plus d'être quotidiennement maltraitée, d'après le rapport du médecin légiste. Et à présent, son père, sa belle-mère et son oncle sont en fuite. Et la chasse à l'homme au Pakistan n'aboutit pas. Mais le 6 septembre, coup de théâtre. Urfan et Benash envoient une vidéo d'eux à la BBC dans laquelle Benash affirme que la mort de Sarah est accidentelle et qu'elle est prête à coopérer avec les autorités britanniques. Elle ajoute que si elle se cache avec son mari et son beau-frère, c'est parce qu'ils craignent d'être arrêtés par la police pakistanaise et de subir des tortures pour passer aux aveux. Donc ils sont prêts à rentrer au Royaume-Uni pour collaborer avec les autorités britanniques. Dans la vidéo, Benash dit même que la police pakistanaise harcèle sa famille et celle d'Urfan et qu'ils se sentent tous en très grand danger. Non mais MDR. Sarah's death was an incident. We are willing to cooperate with the UK authorities and fight our case in court. Toujours est-il qu'après la publication de cette vidéo par la BBC, la police pakistanaise retourne chez le père d'Urfan à Jhelum et c'est finalement le 12 septembre que les 5 enfants sont retrouvés chez lui en parfaite santé. Ils sont aussitôt récupérés et envoyés dans un foyer d'accueil à Islamabad. Le lendemain, Benash, Urfan et Faisal Malik embarquent pour un vol direction le Royaume-Uni et c'est à leur arrivée à Londres qu'ils sont interpellés dans l'avion sans aucune résistance. Ils sont conduits au commissariat de police et ils sont interrogés séparément, bien sûr. Urfan est bien évidemment le premier concerné, puisque rappelez-vous qu'il a fait des aveux au téléphone. Mais une fois interrogé, il nie tout. Oui, il s'est sauvé au Pakistan le 9 août. Mais ce n'est pas ce qu'on croit. Il va tout nous expliquer. Urfan raconte que le 8 août, il est rentré chez lui après sa journée de travail et il a trouvé sa femme dans leur chambre, assise par terre et Sarah sur ses genoux. La petite était complètement inerte. Il a demandé à Benash ce qu'il se passait. Là, il lui a répondu que Sarah était tombée dans les escaliers un peu plus tôt dans la soirée alors qu'elle jouait avec un autre de ses enfants. Et depuis, elle faisait semblant d'être inconsciente. Elle jouait la comédie, quoi. Urfan dit qu'il a intimé l'ordre à Sarah de se lever et comme elle ne lui répondait pas, il l'a saisie par le bras. Mais le bras de la petite fille était mou et ça l'a mis en colère. Donc il a pris un bâton et il a menacé sa fille de la frapper avec, mais uniquement pour qu'elle se réveille. Il ne comptait pas la frapper, il ne voulait pas lui faire de mal, il voulait simplement qu'elle arrête de faire semblant. Mais elle n'a toujours pas réagi. Et il jure que lorsqu'il a compris que sa fille ne jouait pas la comédie, il a tenté de lui faire un massage cardiaque, mais sa femme l'en a empêché, au motif que ça ne servait à rien. Il lui a alors demandé d'appeler une ambulance, mais elle lui a répondu que ça ne servait à rien, puisque la petite était déjà morte. À quoi bon? Cela dit, même s'il reconnaît qu'il n'a pas porté assistance à sa fille, il maintient que ce n'est pas lui qui a tué Sarah. Elle était déjà morte quand il est rentré, c'est sa femme qui l'a tuée. Et s'il a fait des aveux lors de son appel à la police, c'était pour la protéger. Après tout, c'est la mère de ses enfants. Et concernant le voile alors, pourquoi est-ce qu'il a imposé un voile à sa gamine âgée de 10 ans à peine? Eh bien, tout simplement pour cacher l'étendue de ses blessures. Sarah avait des traces de strangulation au cou et des bleus au niveau des bas-joues. Donc, pour éviter que l'école ne fasse des signalements, lui et Benash avaient trouvé l'idée du voile religieux. Benash et Faisal Malik sont également interrogés et ils ne font aucun commentaire. No comment, quoi. C'est comme le 5e amendement que l'on voit souvent dans les séries américaines. C'est un droit qui leur permet de ne pas s'auto-incriminer et de garder le silence. Mais je ne sais pas comment ça s'appelle en Grande-Bretagne. What happened to Sarah? No comment. What did you see? No comment. Do you love Sarah? No comment. Did you care about her at all? No comment. On procède à des empreintes dentaires sur Urfan pour les comparer aux traces de morsures sur le corps de Sarah et ça ne correspond pas. On demande également à Benash de se soumettre à un échantillon et elle refuse. Tiens donc.
Le 14 septembre 2023, Urfan, Benache et Faisal Malik sont inculpés pour le meurtre de Sarah, avec l'accusation supplémentaire d'avoir causé ou permis la mort d'un enfant. Bon, j'ai cherché l'équivalent français et je pense que c'est non-assistance à personne en danger. Je pense que ce chef est prévu pour l'inculpé qui n'aura pas été condamné pour le meurtre, puisque celui qui échappera à la condamnation pour meurtre aura forcément laissé cet enfant être tué. On parle quand même d'une enfant torturée pendant plusieurs années, à qui on mettait un hijab pour masquer les traces de ses blessures. Donc celui ou celle qui n'a pas participé aux tortures en a forcément été témoin et a décidé de ne rien faire. Le procès d'Urfan, Benache et Faisal Malik s'ouvre le 8 octobre 2024 à Londres, un an après leur arrestation. Et ils plaident tous les trois non coupables. Ce qui semble quand même assez délirant, sachant qu'Urfan avait dans un premier temps assumé le meurtre de sa fille, puis il s'était rétracté, mais il avait admis la battre régulièrement. D'ailleurs, durant le procès, il traite son ex-femme de psychopathe et il lui remet tout sur le dos. C'est elle, moi je n'ai rien fait, mais devant toutes les preuves présentées par la cour, il assume enfin l'entière responsabilité de la mort de sa fille au mois de novembre. Oui, c'est bien lui qui l'a battue le 8 août. Il avait complètement perdu la tête. Ce jour-là, quand il est rentré du travail, Benache lui a chauffé l'esprit, comme d'habitude, en lui disant que Sarah avait fait des bêtises dans la journée. Elle cherchait à ce qu'il frappe la fillette. Donc il l'a frappée à l'estomac avec une barre de fer, mais il assure qu'il ne l'a jamais ni mordue, ni brûlée. Benache, de son côté, n'a pas souhaité témoigner, donc elle maintient ses premières déclarations, à savoir qu'elle n'y est pour rien et qu'elle n'a jamais maltraité cet enfant. Quant à Faisal Malik, il n'a pas témoigné non plus et il se déclare innocent. Cela dit, ce qui est sûr le concernant, c'est que même s'il n'a jamais frappé Sarah, il n'a pas empêché les actes de torture et de barbarie qui étaient perpétrés sur elle. Le 11 décembre, Urfan et Benache sont reconnus coupables du meurtre de Sarah. Malik Faisal, quant à lui, est reconnu non coupable de meurtre, mais coupable d'avoir causé ou permis la mort d'un enfant. Donc non-assistance à personne en danger. Et tous les trois n'ont exprimé aucun remords ni avant ni pendant le procès. Après le verdict, Olga Domin, donc la mère de Sarah, qui est à présent âgée de 38 ans, est retournée vivre en Pologne avec son deuxième mari et elle a réagi. Elle a déclaré être soulagée. Elle espère que sa fille repose dorénavant en paix et elle souhaite qu'Urfan ne sorte jamais de prison parce que ce n'est pas humain de faire subir de tels traitements à un enfant. Brali piżamkę w myszkamiki, miała kołodrę dziecięcą przykrytą, ale żadna matka nie powinna oglądać takiego czegoś. Miała policzek napuchniętych, z drugiej strony miała siniaki. Do tej pory, jak zamykam oczy, to widzę, jak moje dziecko wyglądało. To nie była Sara. Całkiem zmieniona, posiniaczona. Gdyby mi ktoś nie powiedział, że to jest Sara, to bym w życiu nie uwierzyła. Bon, je vais pas m'épancher sur elle maintenant, mais attends-toi, à la fin, je vais m'occuper de ton cas. La sentence a été annoncée ce mardi 17 décembre, donc il y a quelques jours à peine. Urfan Sharif, 43 ans, a été condamné à perpétuité avec une peine de sûreté de 40 ans et il s'est effondré en pleurs lors de cette annonce. Benache Batoul, 30 ans, a été condamné à perpétuité assorti d'une peine de sûreté de 33 ans. Faisal Malik, 29 ans, est quant à lui condamné à 16 ans de prison. Sarah's death was the culmination of years of neglect, frequent assaults, and what can only be described as the torture of this small child, mainly, but not entirely, at the hands of you, her father, Urfan Sharif. Concernant les 5 autres enfants d'Urfan, ils ont été renvoyés au Royaume-Uni, si je vous dis pas de bêtises, en tout cas j'ai lu ça dans un article, mais dans la mesure où j'ai pas trouvé ça dans énormément de sources, gardez en tête que c'est pas sûr. Pour vous parler un petit peu des répercussions sur la société britannique, à la suite de cette affaire, beaucoup de questions ont été soulevées. Souvenez-vous que Sarah était suivie par les services sociaux depuis sa naissance et que les services sociaux étaient au courant des violences qu'elle subissait. Pourtant, à plusieurs reprises, ils l'ont laissée chez son père. Forcément, ce drame a mis en lumière les défaillances des services sociaux, mais également de la police et de l'école de Sarah. Une enquête avait été lancée pour examiner les manquements institutionnels potentiels, et cette enquête a donné lieu à un projet de loi qui va très prochainement être débattu au Parlement. Alors, les points qui vont être débattus, c'est tout d'abord le fait qu'un enfant qui est suivi par les services sociaux ne peut pas suivre l'école à la maison. Un parent qui est épinglé par les services sociaux ne pourra plus jamais retirer son enfant de l'école pour lui faire suivre l'école à la maison. Le deuxième point, c'est que dorénavant, les enfants qui sont suivis par les services sociaux auront un numéro d'identification unique afin d'être suivis plus facilement. Et c'est aussi pour éviter que certains enfants tombent dans l'oubli. Et ce projet de loi s'appelle le Children's Wellbeing and the Schools Bill. Bon, veuillez excuser mon accent, mais je pense qu'à présent vous avez l'habitude sur cette chaîne, n'est-ce pas? Et pour info, il y avait eu une affaire en Grande-Bretagne qui était plus ou moins similaire au niveau de la problématique avec les services sociaux, c'est-à-dire que l'enfant avait été totalement oublié. C'était l'affaire Verfi-Coudi, que
que j'avais faites et que je vous glisse là, où là on avait constaté beaucoup de lacunes de la part des services sociaux jusqu'à ce que la petite en décède. Voilà tout pour l'histoire de Sarah Sharif, cette fillette de 10 ans torturée pendant plusieurs années par son père et sa belle-mère, puis tuée une soirée d'été 2023. Sarah Sharif's brutal murder is the latest in a long line of tragic cases stretching back decades. Children tortured in their own homes and failed by a child protection system struggling to cope. Bon, et bien écoutez les gars, si vous en êtes à cette partie, j'en suis ravie. Sachez que j'ai dû arrêter la vidéo en plein milieu parce que j'ai reçu une très mauvaise nouvelle qui m'a retourné l'estomac. J'en ai pleuré pour vous dire. Tout à l'heure, ma petite sœur m'a appelée et elle m'a annoncé une très mauvaise nouvelle. Notre ancien directeur d'école primaire, Monsieur Giraud, Gilbert Giraud, bon nous on l'appelait Monsieur Giraud, est décédé il y a quelques jours. Et comment vous dire que cet homme, mais qu'est-ce qu'on l'aimait! Mais qu'est-ce qu'on l'aimait, et ça m'a tout particulièrement retourné parce que j'avais glissé une dédicace à Monsieur Giraud dans mon livre et je suis dégoûtée de savoir qu'il est parti, je sais pas si c'est égoïste de dire ça, mais en gros il est parti sans avoir vu la naissance de mon livre. Pourquoi en fait j'aurais voulu qu'il le voie? C'est parce que quand j'étais petite, à l'âge de 8-9 ans, j'avais écrit une nouvelle à l'école et c'était une nouvelle d'une dizaine de pages qui s'appelait Le tueur de vieilles dames. Moi déjà à cet âge-là j'étais un petit peu bref, et en fait quand j'avais remis ma copie à ma maîtresse l'avait ensuite montrée à mon directeur, donc Monsieur Giraud, et il était venu me féliciter et il m'avait même offert un petit cadeau et il m'avait dit ah je suis content, écris des livres plus tard et tout. Et je l'aimais trop, Monsieur Giraud. Mais qu'est-ce qu'on l'a aimé, cet homme. Je vous jure, des fois, il y a des personnalités qui nous marquent. Et lui fait partie d'une des personnalités dans mon parcours scolaire qui m'ont marqué. Lui, ma prof d'italien au lycée, la prof de français au collège, qui nous ramenait au théâtre, voir des pièces à l'ancienne. D'ailleurs, il faudrait que j'essaie de la retrouver, mais j'arrive pas à la retrouver. C'est des gens vraiment qu'on a aimés, qui sont restés dans nos cœurs. Et tout à l'heure, j'ai appris ça, j'étais effondrée. Je vous jure que ça m'a mis peut-être 1 heure pour m'en remettre. Parce que j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Et avec ma petite sœur, on était dégoûtés. Donc voilà, écoutez, je lui rends un hommage dans cette vidéo. Et vraiment, j'espère que là où il se trouve, il pourra voir que j'ai sorti mon livre et que c'est pas le premier que je sortirai. Il y en a tout un tas d'autres. Comme je vous l'ai dit, j'ai écrit une vingtaine de romans. D'ailleurs, celui qui sort là à la fin du mois, je l'ai écrit il y a 10 ans environ. Et ensuite, je l'avais laissé traîner sur mon ordinateur, enfin plutôt dans une clé USB. Et il y a 1 an, on l'a repris avec ma relectrice. On a tout repris pour que voilà, on corrige les fautes, tout ça. Et j'en ai une vingtaine d'autres en attente et j'espère un jour pouvoir les publier. Donc voilà, mon livre, je l'ai dédié à Monsieur Giraud, que j'aimais trop. Vraiment, je vous jure, quand je repense à lui... Vous savez, c'était quoi ces punitions à Monsieur Giraud quand il nous punissait, quand on était gamin? C'est simple, en fait, il venait nous chercher en classe. Il nous ramenait dans son bureau, il nous asseyait sur une petite chaise devant un petit bureau sur lequel il y avait des petits insectes... accrochés dans des boîtes, je sais pas comment on appelle ça pour les collectionneurs. Et en fait, c'était ça la punition. Genre pendant 1 heure, on était assis, on dessinait. Lui, il était dans son bureau, je sais pas ce qu'il faisait. Et de temps à autre, il criait notre nom pour savoir si on s'était pas sauvé. Et voilà, ça consistait à ça, la punition de Monsieur Giraud. Oh, mon Dieu, mais quel amour cet homme, quel amour. Oh là là, quand il nous a appris à faire de l'informatique les mercredis après-midi. Vous savez, les activités du mercredi après-midi. Monsieur Giraud, il a eu toute ma famille. Je vous jure qu'il a eu toute ma famille. Il a d'abord été professeur pour mes frères et ensuite il a été directeur d'école pour le reste de la famille. Ouais, c'est comme ça et voilà, il faut accepter, c'est la vie, c'est le destin. Et j'espère vraiment que sa femme et que tous les membres de sa famille savent à quel point c'était un homme aimé, à quel point on le kiffait, Monsieur Giraud. C'était... Enfin bref, voilà, c'était ce que je voulais dire par rapport à Monsieur Giraud, parce que je ne me voyais pas terminer ma vidéo sans parler de Monsieur Giraud dans mon cœur. Voilà.
Maintenant, pour revenir à cette affaire, franchement, bon, déjà je comprends ceux qui supportent pas les affaires qui traitent de torture et d'actes de barbarie sur des enfants, parce que c'est très lourd à écrire. Je vous cache pas que quand j'écris mes trames et que ça concerne des enfants, des fois j'ai besoin de m'y prendre à plusieurs reprises pour faire des petites pauses, surtout quand on voit les détails de leur supplice. Et je me souviens même que pour l'affaire Marina Sabatier, que je vous glisse ici ou là, j'avais eu énormément de mal à terminer le tournage de la vidéo, parce que quand je parlais de ces supplices, il y avait les larmes qui montaient tout de suite, j'arrêtais la vidéo, je reprenais. Idem hein, d'ailleurs pour le petit Moussa que je vous glisse là, ou là. Sinon, Olga. Non mais Olga, MDR. Donc toi, tu tortures tes gosses et ensuite tu chiales parce que ton enfant a été torturé à mort par son père. Non mais je vous assure que, après faut pas blâmer, voilà, je ne suis personne pour juger, mais quand j'ai vu ce passage, j'étais MDR. Donc quoi, ce que lui a fait à votre enfant, c'est inhumain, mais quand toi tu cramais des clopes sur ton fils Zayn et que tu le brûlais avec de l'eau brûlante et que va savoir ce que tu leur faisais d'autre à tes enfants, ça c'était pas inhumain. Non mais quel genre de sociopathe fait ça à des gamins, à des êtres humains tout court d'ailleurs, hein. Mais voilà, ça c'était ma petite parenthèse pour Olga. Et sinon, pour clore cette vidéo, comme je vous l'ai dit, mon roman sera à la fin du mois ou début janvier. Là, on avance pas mal hein, avec la graphiste qui est en train de faire la couverture et la 4e de couverture. Et pour le moment, le rendu me plaît et j'espère sincèrement que le roman vous plaira. Rassurez-vous, il n'est pas hyper long, c'est un thriller. J'ai pas voulu faire quelque chose de trop lourd pour ce premier roman, on va dire ça comme ça, sachant que je suis déjà en train de préparer la suite, les gars. J'ai déjà écrit un tiers de la suite qui se passera dans 4 pays différents. Voilà, donc écoutez, comme on dit, wait and see. De toute façon, même si le premier ne se vend pas, je sortirai quand même le deuxième pour le plaisir du geste. On va dire ça comme ça. Enfin bref, ce que je vous propose à présent, c'est que si cette affaire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.